Bonjour Sergio Rossi. Bonjour Balmain. Merci d'avoir accepté mon invitation pour Voix Populaire, le média alternatif de Suisse romande. Vous êtes économiste, professeur à l'Université de Fribourg, où vous dirigez la chaire de macroéconomie et d'économie monétaire. Vous êtes donc plutôt bien placé pour parler du sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir la fin du Crédit Suisse, sa reprise par UBS, et peut-être plus globalement la situation financière mondiale qui inquiète une bonne partie de la sphère économique, comme on dit, et nous autres personnes qui travaillons pour vivre et qui nous demandons si on doit aussi s'inquiéter. Un sujet un peu technique sur lequel je vais me permettre de poser des questions assez simples car il n'est pas forcément dans mes cordes et je suis pas sûr qu'il soit dans les cordes de grand monde, ce sujet. Avant ça, j'aimerais vous informer du fait que Monsieur Rossi a déjà été interviewé dans Voix Populaire tout récemment, une interview que vous pouvez retrouver dans notre numéro de février, le fameux numéro à la vache. Avec mon collègue Joël Despommiers, donc vous parliez déjà de la hausse des taux directeurs de la Banque nationale suisse, la BNS, et des effets de cette hausse, notamment sur les ménages les plus précaires. Donc, ce thème de la hausse des taux, qui a un lien direct avec ce dont on va parler aujourd'hui, on va y revenir. Surtout à l'heure où l'on se parle, en fait, là on est le 23 mars. La BNS vient de remonter son taux directeur, donc elle avait annoncé qu'elle le ferait, elle vient de le faire. Donc voilà, bon, on y reviendra et merci surtout donc pour votre disponibilité, Monsieur Rossi. Merci pour votre invitation. C'est un sujet passionnant et de très grande actualité. Je vais rentrer dans le sujet sans parler directement de Crédit Suisse, mais en reprenant un article que vous avez posté sur votre blog il y a 2 jours, votre blog qui s'appelle Les non-dits de l'économie, que je conseille à nos auditeurs et nos auditrices parce que c'est des textes assez courts, assez faciles à comprendre et qui vont assez droit au but. Il y a 2 jours, donc, vous avez sorti un article qui s'appelle, je cite, La prochaine crise financière est en train d'éclater. Ça a le mérite d'être clair. Vous y parlez de la Silicon Valley Bank, la SVB, une banque américaine qui a fait faillite début mars, après que ses clients aient massivement et soudainement cherché à retirer leur argent de la banque. Et vous montrez que dans ce contexte, on pourrait voir des similitudes avec la crise financière globale de 2008. Pour rappel, c'était 42 milliards d'ordres de retrait passés euh, au moment de la faillite de la SVB. Et c'est pas la seule banque américaine qui a dû fermer récemment. Donc, ma première question, c'est, moi j'ai l'impression qu'on a tendance à souvent annoncer la prochaine grosse crise financière. Moi, j'ai l'impression de souvent entendre ça, sans parler de vous, hein, je dis en général. Mais cette fois, vous êtes persuadé qu'on y arrive, c'est bien ça, à cette crise. Pour quelles raisons? Et est-ce que l'affaire Crédit Suisse s'inscrit dans ce contexte, selon vous? Juste dernier point avant de vous laisser répondre. Ce- En plus, dans les deux cas, à la fois aux États-Unis et en Suisse, on voit que les autorités de surveillance, donc pour la Suisse, c'est la FINMA et la BNS, on va dire. Dans les deux cas, les autorités de surveillance ne semblent pas avoir vu ces choses venir. Donc c'est un peu étrange de mon point de vue, mais peut-être que vous allez me dire que non. Mais merci pour ces questions. C'est des questions complexes, difficiles à comprendre, voire à répondre. Mais si on regarde l'histoire économique ces quelques 40 dernières années, on peut constater, avec surtout le cas des États-Unis, que le nombre de crises financières qui ont éclaté a augmenté depuis une quarantaine d'années et la fréquence et l'ampleur de ces crises aussi. Et pour finir, en 2008, on a eu une crise financière globale, donc pour l'ensemble du monde qui est interconnecté à travers la globalisation, et une crise financière systémique, à savoir qui a affecté l'ensemble du système bancaire et du système économique à travers la faillite de plusieurs banques et donc après, par effet de ricochet, la mise en faillite aussi de différentes entreprises dans le domaine technologie ou ailleurs et l'intervention de l'État, mais surtout de la Banque centrale et pas des finances publiques parce qu'on ne veut surtout pas toucher à l'argent des contribuables, mais à quelque part non plus on veut augmenter les dépenses de l'État par peur de devoir les financer correctement, à savoir par une augmentation des impôts des personnes riches ou alors des personnes physiques ou morales, donc les entreprises qui ont des dividendes, des intérêts, des rendements et des profits extravagants.
Mais c'est clair que la tendance nous fait comprendre que tôt ou tard, il va y avoir une nouvelle crise financière majeure qui éclate au plan global et d'ordre systémique, parce que après 2008, où Lehman Brothers aux États-Unis a été mise en faillite, cette banque d'investissement américaine, qui a donné lieu à une crise aussi en Europe, notamment la crise de la zone euro éclatée vers la fin de 2009. Le franc suisse s'est apprécié depuis lors, et puis la BNS a essayé de limiter l'appréciation du franc par peur que le secteur de l'économie qui exporte à partir de la Suisse des produits dans le monde entier en souffre beaucoup et davantage. Mais on regarde qu'est-ce que les autorités de réglementation ont pu faire, ont voulu faire, ou ont fait, c'est d'augmenter, par exemple, le ratio de liquidité ou de fonds propres, à savoir lorsqu'une banque décide d'octroyer un crédit, par exemple un crédit hypothécaire ou un crédit à une entreprise quelconque, désormais, elle doit mettre de côté un peu plus de liquidité, un peu plus de fonds propres qu'avant 2008. Mais ça, c'est des mesures, comme je dis souvent, qui fonctionnent, qui peuvent fonctionner lorsque il fait beau temps, lorsque les marchés financiers sont calmes, lorsqu'il n'y a pas de panique. Mais en cas de crise financière, en cas de crash comme la Silicon Valley Bank, dont vous avez parlé tout à l'heure, une mise en faillite d'une banque, somme toute, de taille moyenne aux États-Unis, peut avoir des effets rapidement négatifs sur l'ensemble du secteur bancaire parce que les banques sont très interconnectées entre elles. Elles ont beaucoup de trafic sur les marchés financiers qui les concernent directement ou indirectement. Et les banques en Suisse, pendant une journée entière, se prêtent une somme d'argent qui correspond à peu près à la moitié du produit intérieur brut de la Suisse, qui est une grandeur qui porte sur une année. Si pour l'année 2022, par exemple, en Suisse, le produit intérieur brut était environ de 800 milliards de francs suisses, en une seule journée, en 2002, les banques en Suisse se sont prêtées la somme de 400 milliards de francs suisses. Et souvent, ces prêts sont des prêts à très court terme, d'un jour à l'autre ou même pendant la journée, ou alors d'une semaine à l'autre. Alors, il est clair que si une banque est proche d'une faillite, à savoir qu'elle n'a pas les liquidités pour rembourser ses créanciers, d'autres banques risquent de partir en faillite parce que justement, elles n'arrivent pas elles-mêmes à recouvrer les créances envers la première banque en difficulté. Et à leur tour, ces banques n'auront pas de quoi payer les dettes face à d'autres banques. Et par effet de domino, l'ensemble du secteur bancaire risque de partir en éclat rapidement. Qui plus est, si les rumeurs circulent, qu'il y a une banque ou une autre banque en difficulté, par exemple, dans le cas de Crédit Suisse, il y a eu des scandales, il y a eu des pertes financières colossales par rapport à des activités liées à la banque d'investissement, notamment dans le monde anglo-saxon. C'est clair que ces rumeurs et ces résultats négatifs font craindre que Crédit Suisse risque de ne pas être à la hauteur des attentes, de ne pas payer les dividendes à la fin de l'année, d'avoir des prix sur le marché des actions qui baissent. Donc, ça précipite le prix des actions vers le bas parce que les actionnaires vendent leurs actions avant de toucher le fonds. Et puis, ça peut impliquer aussi une ruée des déposants, savoir, on se précipite au guichet de la banque pour retirer son argent par peur que la banque n'a pas de quoi satisfaire cette demande. Et s'il y a une telle banque qui trébuche, d'autres banques aussi, c'est pourquoi la Banque centrale ne peut pas ne pas intervenir. Mais la faute, c'est pas tellement aux banques centrales, même si elles ont augmenté les taux d'intérêt de la politique monétaire qui ont provoqué, par exemple, dans le cas de la Silicon Valley Bank, une perte et donc des problèmes difficiles à résoudre. Le problème majeur, c'est que les autorités de surveillance et les règles pour les banques, notamment d'importance systémique, n'ont pas été à la hauteur des défis. Les autorités de surveillance, y compris la FINMA, n'ont pas voulu vraiment surveiller de près ce que les banques font, aussi parce qu'il est difficile d'y comprendre quelque chose. Les produits financiers sont très complexes et qui plus est, les activités financières d'une banque comme Crédit Suisse se font au plan international. Donc, une autorité en Suisse a difficilement un regard sur ce que la banque suisse fait à l'étranger. Et tout ça fait que l'un après l'autre, les facteurs se superposent, se renforcent mutuellement et il suffit d'une crise de confiance pour faire éclater un crash bancaire comme celui de Crédit Suisse et par effet de ricochet d'autres banques en Suisse ou ailleurs. Et donc la Suisse n'a pas pu ne pas intervenir, mais encore faudra-t-il savoir avec quelles conséquences et qui va en payer les frais finalement. Juste pour des questions de vocabulaire, pour que tout le monde comprenne bien, parce que c'est un domaine qui est assez technique, comme je l'ai dit. Banque d'importance systémique, déjà, ça veut dire que c'est une banque qui a une telle importance sur les marchés mondiaux que si elle dégringole, ça peut vraiment toucher toute l'économie. C'est ça que ça veut dire, une banque systémique. Oui, une banque systémique, c'est une banque dont l'importance
s'avère au niveau de l'ensemble du système bancaire. À savoir que si cette banque d'importance systémique trébuche ou est mise en faillite, d'autres banques vont suivre dans la même trajectoire. Dans le langage courant, on parle de too big to fail. Une banque qui est trop grande pour être mise en faillite doit être sauvée par le contribuable, par les autorités publiques. Et les dirigeants d'une telle banque le savent, et on l'a vu avec Credit Suisse, vont jusqu'à spéculer au maximum sur les marchés financiers internationaux en disant, si tout va bien, on gagne des profits extravagants, on peut verser des dividendes qui évoluent à la hausse aux actionnaires, dont les managers font partie. Ceux-ci et leurs cadres vont recevoir des bonus aussi millionnaires à la fin de l'année, et tout ceci dans l'intérêt seulement de cette partie prenante. Alors que si les choses tournent mal pour cette banque too big to fail, c'est le reste de la population qui en fait les conséquences. On paie les conséquences en tant que déposant si la banque part en faillite. On paie les conséquences surtout en tant qu'actionnaire dans les caisses de pension en Suisse parce que le prix des actions chute, donc les rendements aussi vont évoluer à la baisse. Mais surtout, et à très court terme, les conséquences négatives sont payées par les collaboratrices et les collaborateurs de Credit Suisse qui vont être licenciés ou d'UBS qui vont être licenciés. Et cela a aussi des effets négatifs sur l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs des banques en Suisse parce qu'il y aura plus de chômage dans ce secteur d'activité, donc une pression à la baisse sur les salaires des gens qui continuent à garder leur place de travail dans le domaine bancaire. Qui plus est, les banques sont aussi liées à des entreprises, par exemple, dans le domaine des technologies financières ou de l'informatique. Une petite entreprise qui livre des services informatiques à Credit Suisse, si maintenant Credit Suisse a été quelque part acheté ou racheté par UBS, cette entreprise informatique pourrait aussi disparaître du radar, n'aurait plus de mandat parce que UBS avait déjà sa propre entreprise qui faisait des services pareils. J'aimerais juste revenir du coup plus précisément sur ce qui se passe avec Crédit Suisse en Suisse, parce que là, je vous ai posé une question un petit peu globale sur, il y a une crise financière qui arrive. Euh, En novembre dernier, déjà, au moment où il y a eu une augmentation du capital de Crédit Suisse, ce qu'on appelle une recapitalisation, vous alertiez sur la situation du Crédit Suisse et vous parliez déjà du fait que la Confédération, pour les gens qui nous regarderaient hors de Suisse, la Confédération, on va dire que c'est le gouvernement suisse, hein, que la Confédération puisse devoir à nouveau sauver les meubles à la manière de ce qu'elle avait dû faire en 2008 avec UBS. Donc, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça? Est-ce que c'est ce que vous annonciez en novembre qui est en train de se réaliser? J'ai l'impression que c'est quand même un peu différent du cas UBS au final, surtout dans la manière de faire. Les sommes en jeu sont pas les mêmes. Il y a une fusion forcée par le gouvernement et la FINMA, c'est un petit peu particulier. Est-ce que vous pourriez nous résumer rapidement la situation de votre point de vue ou... Merci beaucoup. Oui, merci pour cette question aussi cruciale. L'histoire ne se répète jamais, mais il y a des similitudes. Et en 2008, il y a eu une crise financière majeure éclatée aux États-Unis. Je parlais de la banque d'affaires Lehman Brothers. Elle était aussi très liée au marché des subprimes, donc les crédits hypothécaires octroyés à des particuliers, des individus qui n'avaient pas les garanties de solvabilité pour rembourser ces prêts. Les banques avaient décidé de donner ces crédits parce qu'elles pouvaient ensuite vendre des titres qui reposaient sur ces crédits, comme ça, elles mettaient hors bilan sur le dos des acheteurs de ces titres le risque que ces débiteurs hypothécaires n'allaient pas repayer leurs dettes. Lehman Brothers est parti en faillite. UBS était très lié à ces activités-là aux États-Unis. Et puis aussi, elle a dû être sauvée parce qu'elle n'avait pas suffisamment de fonds propres, de capitaux, si vous voulez, pour faire face à des pertes colossales et puis éviter une fuite des déposants, une ruée bancaire. La Confédération a prêté 6 milliards de francs suisses à UBS. La Banque nationale suisse a donné une ligne de crédit jusqu'à 60 milliards de dollars ou l'équivalent en francs suisses. Et puis, UBS, comme ça, a pu transférer dans une bad bank, dans une banque mauvaise, financée par les pouvoirs publics, quelques 42 milliards d'actifs toxiques, de titres qui ne valaient plus rien ou qui avaient un prix très bas et que UBS a voulu s'en débarrasser afin de revenir une banque propre, une banque qui pouvait fonctionner correctement. Et l'opération ensuite a été vendue par les autorités publiques de la Confédération suisse en disant c'était un succès, on a sauvé UBS, c'était aussi un succès pour la finance publique, pour les finances publiques fédérales parce que on a gagné. On avait prêté une somme et on a retrouvé une somme encore plus grande. Or, l'opération en fait a été gagnante pour les finances publiques seulement parce que
la Confédération avait exigé que UBS lui paye un taux d'intérêt de 12,5%. Parce que si on regarde le prix auquel la Confédération a acheté les actions UBS pour éviter la faillite et par la suite a revendu ses actions, le prix que la Confédération a payé pour une action UBS était autour de 18 francs et le prix qu'elle a vendu les actions UBS, c'était 16 francs 50. Donc, elle a perdu 1 franc 50 par action. Mais au final, le résultat est positif pour les finances publiques fédérales parce que cette différence entre le prix de vente et le prix d'achat a été plus que compensée par les intérêts que UBS a payés sur le prêt de 6 milliards de francs de la Confédération. Donc, ensuite, les pouvoirs publics ont dit, n'ayez pas peur, on est là pour vous aider et sachez qu'on a même fait un bénéfice pour les finances publiques. Or, c'est juste parce que les taux d'intérêt ont été de 12,5% qu'il y avait un tel bénéfice. Aujourd'hui, Crédit Suisse a été sauvé avec quelque part des similitudes, mais aussi des différences. La similitude, c'est que la Confédération a mis à disposition pas 6 milliards sous forme de prêt, mais a donné une garantie de 9 milliards à UBS, que si Crédit Suisse essuyait des pertes ou des problèmes d'ordre juridique, notamment aux États-Unis, jusqu'à 9 milliards de francs, la Confédération allait supporter ces pertes. Et la Banque nationale a ouvert une ligne de crédit à UBS et à Crédit Suisse, chacune d'entre elles à hauteur de 100 milliards de francs suisses. Donc, c'est clair qu'il y a des similitudes dans la façon dont les autorités ont sauvé une grande banque too big to fail, mais il y a des différences quant à la typologie des interventions, au taux d'intérêt pratiqué sur les prêts et puis aux garanties que UBS ou Crédit Suisse doit donner à l'État. Mais à quelque part, maintenant, les banques aussi grandes que UBS savent de manière explicite, de manière sûre et certaine, qu'elles peuvent spéculer à nouveau sur les marchés du monde entier, parce que si les choses vont mal, il y aura des autorités publiques en Suisse qui vont intervenir. Alors, je dis bien en Suisse parce que à la fois UBS en 2008 et Crédit Suisse maintenant avaient des activités problématiques, non pas en Suisse, mais aux États-Unis. C'est les activités de la banque d'investissement aux États-Unis que UBS avait ensuite révélé être problématique et maintenant Crédit Suisse. Et pourquoi la Suisse et pas les États-Unis? Ben, c'est parce que le pouvoir politique suisse au niveau international n'est pas celui des États-Unis. Alors il est clair que là aussi, on met sur le dos des contribuables suisses des risques qu'il aurait fallu mettre sur le dos des contribuables américains, aussi parce que aux États-Unis et pas seulement en Suisse, les autorités de régulation, de surveillance n'ont pas vraiment fait leur boulot. Mais il est clair que la situation va se répéter. Il y a d'autres banques d'importance systémique en Suisse, en tant que telles les banques du groupe Raiffeisen, et puis la Banque cantonale de Zurich. Alors, c'est clair que les banques Raiffeisen, vu que c'est des sociétés coopératives, en principe, sont orientées sur l'économie locale et peut-être aussi favorables à des activités propres pour l'environnement. Mais la Banque cantonale de Zurich a un modèle de business qui n'est pas tout à fait différent des deux grandes banques qui, l'une ou l'autre, étaient proches de la faillite. Donc, quelque part, les pouvoirs publics devraient aussi veiller de plus près à ce qu'une banque cantonale fait ou ne devrait pas faire. Et du fait que la finance est globalisée avec le computer, avec l'ordinateur, on peut acheter et vendre à tour de bras et de montre des actifs financiers plus ou moins risqués. C'est clair qu'il devient impossible de gérer tout ça d'un point de vue institutionnel. Et si on veut faire confiance aux responsabilités individuelles des managers, alors il faudrait aussi faire en sorte que si la banque échoppe des pertes colossales, ce soit les managers et seulement les managers qui doivent en payer les conséquences, rendre leur bonus, ne plus être payés avec des salaires extravagants et ne pas faire reposer la faute sur des collaboratrices et des collaborateurs qui sont licenciés mais qui n'y sont pour rien et qui plus est sur le contribuable. Il ne faudrait pas qu'il y ait un risque que la Confédération ne va pas recouvrer ce qu'elle a prêté ou ce qu'elle a mis sur la table pour sauver l'une ou l'autre de ces deux banques. Comme vous dites, il y a des sommes d'argent qui sont extravagantes du côté de ces managers, comme vous dites. Et puis, du côté de ces lignes de crédit, quand on entend 200 milliards, ça nous paraît absolument gigantesque. Peut-être que là, je redescends sur quelque chose qui est hors sujet, vous allez me dire, mais nous, de notre côté, ce qu'on voit en tant que citoyennes et citoyens suisses, c'est que là, récemment, on refuse, le Parlement fédéral refuse l'indexation des rentes AVS, par exemple, et d'autres mesures un petit peu austéritaires, comme ça, je vais dire. De notre côté, c'est assez choquant de voir cette différence de traitement, on va dire, entre la finance et ben, nos revenus. Donc, est-ce qu'on devrait se mettre en colère ou est-ce que tout est normal de ce côté-là, selon vous? Mais je dirais qu'il faut,
se situer à mi-chemin entre la colère et être tranquille. Il ne faut pas être fâché du fait que l'AVS aurait besoin d'être renfloué, les caisses de l'AVS. Il faudrait augmenter les rentes AVS, notamment pour les personnes retraitées qui touchent le minimum. Mais pour ce faire, il faut disposer d'un revenu, d'un pouvoir d'achat. Il faut que la Confédération ou l'AVS, en tant qu'institution d'assurance sociale, ait dans ses propres caisses un revenu suffisant pour augmenter les rentes minimales AVS, voire pour verser une 13e rente AVS par année, une sorte de 13e salaire, si vous voulez. Et pour ce faire, il faudrait que la Confédération introduise un impôt spécial, un impôt sur les gros patrimoines, par exemple, ou alors un impôt sur les transactions financières, ou un impôt sur les profits extravagants de l'industrie pharmaceutique maintenant, qu'avec le Covid-19 lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaires, grâce aussi au fait que les brevets sont privés, mais la Confédération a acheté des milliards de doses de vaccins. Et d'autre côté, il y a la monnaie que la Banque nationale émet sans aucun frais, de toutes pièces, comme ça, ex nihilo, à partir de rien. La monnaie, en tant que nombre auquel on associe le nom franc suisse, n'a pas un pouvoir d'achat. Donc, les banques, y compris la Banque centrale, notre Banque nationale suisse, peuvent émettre autant de monnaie qu'elles veulent, par le biais des crédits que les banques octroient à n'importe quelle autre contrepartie, mais la monnaie n'a qu'un pouvoir d'achat si elle est associée à la production. C'est le travail, c'est seulement le travail qui permet de créer de la valeur, qui permet de former un revenu dans l'ensemble de l'économie nationale. Et ce travail, lorsqu'il est rémunéré, associe cette forme numérique émise par les banques, la monnaie, au contenu réel de cette forme qui est un revenu. La monnaie et le produit apparaissent ensemble lors du paiement des salaires et ça forme le revenu national, une partie duquel devrait être capturée par les finances publiques, par la fiscalité directe sous forme d'impôt, et l'impôt sur les gros revenus comme sur les gros patrimoines devrait servir à financer, en l'occurrence, les retraités, les caisses de l'AVS. Mais à quelque part, il faut aussi être un peu fâché parce qu'on voit qu'il y a deux poids, deux mesures. On est fort avec les faibles et faible avec les forts. La Confédération, l'autorité de surveillance, la FINMA, mais aussi la Banque nationale suisse, aurait dû suivre de près, déjà depuis 2008, si pas avant, ce que les grandes banques, notamment UBS et Crédit Suisse, font en Suisse comme à l'étranger, et à l'étranger, être en contact avec les autorités de régulation, les autorités monétaires des autres pays, notamment les États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne et ailleurs. Alors, la Suisse n'a pas voulu faire ça, et il faut être clair, l'autorité de surveillance, la FINMA, à quelque part, ne veut pas être trop rigoureuse, trop rigide, par peur qu'une partie des activités bancaires échappe et soit déplacée à l'étranger où les autorités sont moins strictes dans la surveillance. Donc, il y a une concurrence non seulement entre les banques au niveau global, mais aussi entre les autorités de surveillance des banques et des acteurs financiers non bancaires comme les fonds d'investissement, les assurances, etc. Donc, par souci d'éviter de perdre des parts au marché international, des activités bancaires dans son propre pays, la FINMA a fermé les deux yeux en disant, mais au fond, si les choses vont bien, les banques gèrent leurs affaires et font des profits, tout le monde est content parce qu'elles versent des dividendes extravagants. Si vraiment il y a un problème majeur, on est obligé d'intervenir, mais ma foi, on dira que l'étincelle a été à l'étranger. Par exemple, là, on dira que l'étincelle a éclaté aux États-Unis, la Silicon Valley Bank a été mise en faillite, la Signature Bank et une autre banque aussi ont trébuché, ont dû être sauvées par l'argent des contribuables américains. Et de là, on a dit, l'étincelle a aussi affecté Crédit Suisse, le maillon faible de la chaîne de la finance internationale. Et donc, on a dû intervenir en Suisse parce que Crédit Suisse, en tout cas, le nom fait appel à la Suisse. Et puis, le siège de Crédit Suisse est en Suisse. Donc, on devait intervenir. Mais à quelque part, il y a deux poids, deux mesures, même s'il y a cette nuance entre la monnaie que la BNS met sur la table qui ne coûte rien, c'est un nombre pur, sans autre, et le revenu qu'il faudrait mettre dans les caisses de l'AVS pour augmenter le pouvoir d'achat des retraités. Alors, pour aller vraiment dans l'actualité chaude du moment, donc l'inflation en Suisse, là, on voit qu'elle est à 3,4%, alors que la BNS se fixe un objectif entre 0 et 2%, d'après ce que j'ai compris. C'est pourquoi elle rehausse une nouvelle fois son taux directeur, si je comprends bien. La Réserve fédérale américaine a également relevé son taux hier soir, le 22 mars. Et son taux principal se situe à environ 5%. Apparemment, c'est son plus haut taux depuis 2006. La Banque centrale européenne a également relevé son taux récemment.
Alors, que penser de cette situation? Sauf erreur, tout ça, c'est pas favorable au secteur financier, alors que, comme on l'a dit, il est bien il est bien en alerte là déjà. Euh, Comment est-ce que vous voyez tout ça? Ça, c'est aussi une question cruciale et problématique à bien des égards. Alors, disons que officiellement, les banques centrales, la Banque nationale suisse, la Banque centrale européenne, la semaine passée, hier, la Banque centrale américaine, officiellement, ils ont augmenté les taux d'intérêt de la politique monétaire pour juguler la hausse des prix qui a lieu sur le marché des produits, comme si la hausse des prix à la consommation était tributaire d'une trop forte demande sur ce marché. Si on augmente les taux d'intérêt de la politique monétaire, les banques secondaires vont aussi augmenter leur propre taux d'intérêt lorsqu'elles décident d'octroyer des crédits hypothécaires ou pour n'importe quelle autre raison. Et de là, on va calmer l'augmentation de la demande parce que il est clair que moi, je ne vais pas emprunter une somme si je dois payer des taux d'intérêt qui évoluent à la hausse. Plutôt, je préfère garder mon style de vie, ne pas acheter une maison, ne pas acheter des voitures grâce à des leasing. Je ne dépense pas parce que j'ai peur de devoir payer des taux d'intérêt qui évoluent à la hausse. Donc, si c'est le cas, alors la demande est refroidie, elle ne continue pas d'augmenter sur le marché des produits, et comme ça, la pression à la hausse sur les prix à la consommation diminue. Mais ça, c'est une fausse idée claire dans la mesure où aujourd'hui et depuis une année et demie, si les prix augmentent sur le marché des biens et services, en Suisse comme ailleurs, c'est pas dû à cette pression à la hausse du côté de la demande, mais c'est dû à des problèmes du côté de l'offre. Avant, il y avait cette pandémie COVID-19, il y a eu des confinements, les lockdowns, donc les activités économiques ont dû fermer pendant des semaines, en Suisse comme ailleurs. Cela a provoqué des retards dans la chaîne de livraison des produits semi-finis. Par exemple, si moi je veux acheter un ordinateur, pour produire un ordinateur, il faut des microprocesseurs. Si l'entreprise qui fabrique les microprocesseurs est fermée, ben, il y a une demande d'ordinateurs, notamment aussi parce qu'il y a le télétravail lorsqu'on ne peut pas travailler en présence, mais on doit travailler à distance. Donc, cela fait que la demande d'ordinateurs augmente, mais l'offre a de la peine à suivre parce qu'il y a des retards dans la chaîne de livraison des microprocesseurs, par exemple. Ça tire les prix à la hausse. Et depuis que la pandémie est en train de s'évanouir, heureusement, il y a cette guerre en Ukraine, et donc c'est clair que là, les prix des produits énergétiques ont pris l'ascenseur, le gaz naturel, l'essence à cause du pétrole, etc. Il y a de spéculation financière dans ces domaines d'activité, et ceci a aussi comporté pour les entreprises une augmentation des coûts de production, ne serait-ce que parce que si je fabrique des ordinateurs dans mon entreprise, je dois ensuite les livrer par camion ou par avion là où ils sont vendus, et il faut mettre de l'essence, du carburant dans ces moyens de transport. Donc, si le prix de l'essence augmente, moi, je vais pouvoir vendre les ordinateurs à un prix plus élevé parce que je dois payer davantage pour les transports. Donc, c'est des problèmes du côté de l'offre. Il y a une augmentation des coûts de production. Et puis, il faut aussi le faire remarquer, c'est aussi parce que les entreprises ont augmenté leur marge bénéficiaire à bien des égards que les prix de vente ont augmenté. Donc, c'est pas une inflation due à la demande, c'est une inflation due à l'augmentation des coûts et qui plus est à une augmentation des profits de la marge bénéficiaire. Et il faudrait donc mettre une taxe sur les super profits plutôt que de dire augmenter les taux d'intérêt directeurs pour calmer la demande. Au contraire, si on augmente dans cette trajectoire les taux d'intérêt aujourd'hui pour la Banque nationale suisse, hier soir pour la Banque centrale américaine, la semaine passée, jeudi, pour la BCE, la Banque centrale européenne, si on continue d'augmenter les taux d'intérêt dans cette trajectoire, les prix de la consommation, au lieu de montrer une tendance à baisser le renchérissement, le taux d'inflation va encore augmenter davantage parce que les entreprises, les petites et moyennes entreprises, par exemple en Suisse, qui doivent emprunter auprès d'une banque pour financer leurs coûts de production, vont financer des coûts de production à des taux d'intérêt plus élevés, parce que la banque va lui dire, la BNS a augmenté les taux de 50 points de base, de un demi-point de pourcentage, nous devons aussi vous demander un peu plus d'intérêt à payer sur le crédit qu'on vous octroie. L'entreprise qui ne peut pas ne pas accepter un tel crédit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va répercuter l'augmentation des intérêts qu'elle paye à la banque sur les prix de vente de ses propres produits. Et donc, le renchérissement, au lieu de diminuer, va encore augmenter davantage suite à cette politique monétaire restrictive. Et il est clair que là, il y a un problème de crédibilité, de réputation, parce que on le voit depuis des mois, les taux d'inflation en Suisse et ailleurs continuent d'augmenter, mais à quelque part, la politique monétaire n'arrive pas à juguler le problème. Au contraire, la politique monétaire apparemment vise la stabilité des prix, mais en fait, de manière sous-jacente, qu'est-ce que les banques centrales font? Elles essayent de soutenir l'activité bancaire
Parce que pour une banque quelconque, ses profits découlent de l'écart entre les taux d'intérêt qu'elle touche, qu'elle gagne lorsqu'elle prête de l'argent, et les taux d'intérêt qu'elle doit payer aux déposants qui lui mettent les dépôts, qui lui apportent leur propre épargne. Si vous avez un compte dans une banque quelconque, sur votre compte, vous avez un taux d'intérêt, disons, de 0,5%. Mais si vous empruntez auprès de cette banque un crédit hypothécaire pour acheter une maison, il va vous demander 3%, par exemple, sur les 5 prochaines années. Et la banque gagne par la différence entre les intérêts que vous payez sur le crédit hypothécaire et les intérêts qu'elle vous paye en tant que déposant. Alors, il est clair que si maintenant la Banque nationale suisse augmente ses taux d'intérêt, les banques vont tout de suite dire aux débiteurs hypothécaires qui doivent renouveler leurs dettes, voyez, les taux ont augmenté, donc pour vous, l'hypothèque ne sera pas à 3%, mais sera à 4%, à 5%, selon l'horizon temporel que vous choisissez. Mais de l'autre côté, aux déposants, ils ne vont pas vraiment augmenter les taux d'intérêt sur le dépôt dans la même proportion et aussi rapidement, sachant que les déposants ne vont pas vraiment changer d'une banque à l'autre, comme on ne change pas vraiment d'assurance maladie une année à l'autre, même si les primes augmentent plus vite ou moins vite dans l'une ou dans l'autre de ces caisses. Donc, il y a une sorte d'inertie des déposants. Les banques sont très actives sur le côté des prêts hypothécaires et des prêts aux entreprises. Et donc, la Banque nationale, si elle augmente ses taux d'intérêt, c'est aussi pour permettre aux banques d'augmenter leur marge d'intérêt, d'augmenter leurs bénéfices, leurs profits à court terme. Mais il y a un risque, c'est que si les banques continuent d'augmenter leur propre taux d'intérêt sur les crédits, notamment aux PME, mais aussi sur le marché hypothécaire, une partie des débiteurs, les PME et des ménages qui ont des hypothèques, pourraient ne pas pouvoir repayer leurs dettes à l'échéance, devenir des débiteurs insolvables. Et le cas échéant, s'il y a une dette de 1 million de francs suisses, c'est le problème du débiteur. Mais si la dette est de 1000 milliards de francs suisses, pour faire un exemple qui porte sur Crédit Suisse, alors c'est un problème des débiteurs, mais aussi du créancier. Et donc, là aussi, à quelque part, la Banque nationale ne contribue pas à assurer la stabilité du système financier comme elle devrait le faire, d'après l'article 5, paragraphe 2, alinéa E de la loi sur la Banque nationale, qui a été révisée en 2003 et qui était en vigueur le 1er mai 2004. Et il faudrait que la BNS respecte ces lois, pas simplement intervenir une minute avant minuit pour éviter que le crash ait lieu, que Crédit Suisse s'effondre. Il faudrait que la BNS fasse en sorte que la fragilité du système financier ne soit pas un problème, au contraire, que le système financier soit solide et stable. C'est l'une des tâches de la Banque nationale et il faudrait qu'on lui rappelle cela. Voilà, là on parle de ces histoires de crise. Et vous, moi, j'ai lu un article de vous qui disait que ces crises sont, selon vous, endogènes au système économique contemporain. Donc, que ce système va de pair avec ses propres crises, on va dire, et qu'elles se succèdent effectivement désormais très rapidement. Là, on a parlé de la crise des subprimes, on a parlé de la crise sanitaire, on a parlé de la crise géopolitique déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine. Donc, c'est pas des crises financières en soi, mais c'est des crises qui ont un impact sur l'économie, comme vous venez de le dire. Et vous dites que ces crises amplifient le conflit social entre capital et travail. Que ces événements donc poussent les entreprises aussi à adopter des stratégies de réduction des coûts du travail. Moi, je suis pas fan de cette expression, parce que, et vous l'avez bien dit tout à l'heure, parce que je pense que le travail, il enrichit plus qu'il ne coûte. Mais voilà, c'est pas mon vocabulaire. Donc, réduire le coût du travail pour être plus compétitif dans l'économie globale et nationale, ce qui a un impact négatif sur les salaires, donc, puisque il faudrait le mieux possible ne pas trop toucher au prix de vente, justement, si je comprends bien. Et du coup, la nouvelle crise qui s'annonce, là, qui est en train d'émerger, elle va de nouveau venir toucher nos revenus, c'est ça? Et est-ce qu'il y a des effets à attendre sur la production plus globalement? Donc, c'est une question, je pense, aussi très compliquée, mais voilà. Quel est votre point de vue sur cette question-là? Oui, la question est très complexe, très articulée. Tout d'abord, l'expression coût du travail, c'est une mauvaise expression, je suis d'accord avec vous, mais c'est l'expression de la pensée dominante qui considère le travail comme étant une marchandise. De surcroît, le travailleur est devenu une marchandise. On peut l'utiliser, presser les travailleurs comme des citrons, et puis quand ils sont épuisés en burn-out, les laisser partir. De toute façon, il y aura des assurances sociales, donc la collectivité qui s'en charge. Le coût du travail, c'est le salaire et
les cotisations aux assurances sociales que à la fois l'employeur et l'employé versent dans les caisses publiques. Et l'Allemagne était en Europe le leader dans la volonté de baisser le coût du travail unitaire. Entendez, le salaire et les assurances sociales qu'il faut payer pour produire une unité d'un bien quelconque. Parce que l'Allemagne, après la réunification des deux Allemagnes, a voulu être compétitive à l'échelle globale, a voulu être concurrente des pays asiatiques, notamment de la Chine. Et il est clair qu'en Chine, le coût du travail est beaucoup plus inférieur au coût du travail en Allemagne. Donc l'Allemagne, le gouvernement allemand à l'époque, a voulu baisser le coût du travail en Allemagne en amenant, par exemple, les assurances sociales, l'assurance chômage au niveau de l'aide sociale, pour pousser les gens qui ne travaillent pas à chercher du travail comme si c'était des gens au chômage volontairement, qui voulaient exploiter le fait d'être au chômage pour toucher une rente, une assurance chômage sans rien faire, des fainéants, comme on dit. Alors que, visiblement, c'est pas le cas pour la plupart des personnes au chômage. C'est des gens qui aimeraient travailler, qui pourraient travailler, qui cherchent à travailler, mais qui ne trouvent pas une place de travail parce que les entreprises, vu que la demande n'est pas à la hauteur de l'offre de leurs biens et services, vont pas engager encore davantage de monde pour produire plus quand déjà elles ont de la peine à vendre le stock de produits. Et par rapport aux crises endogènes que vous avez mentionnées, endogène, ça signifie que ces crises, la crise sanitaire liée au Covid-19, la crise géopolitique liée à la guerre en Ukraine, et j'en passe, la crise financière sans autre, c'est des crises dont les facteurs se trouvent au sein du système économique contemporain. Le capitalisme financiarisé qui existe depuis une quarantaine d'années et de plus en plus au niveau mondial, la globalisation sans aucune limite à travers la planète, qui d'ailleurs fait aussi du mal à l'environnement, c'est pour maximiser les profits, mais seulement des élites financières ou des grands groupes industriels, les multinationales, comme on dit dans le jargon populaire. Toutes les autres parties prenantes, les petites moyennes entreprises, les ménages, mais aussi la classe politique, sont quelque part dépendantes des choix des grandes industries multinationales et des grands groupes financiers, des banques dont l'importance est systémique au niveau national et au niveau international. Donc c'est cette financiarisation du capitalisme contemporain qui a porté à vouloir maximiser les bénéfices, les rendements sur les marchés financiers à très court terme, quitte à faire des ravages au niveau de la planète, donc l'environnement, à détruire la cohésion sociale et à quelque part à mettre en péril aussi la stabilité financière. Donc la crise liée au Covid-19 est à quelque part liée au fait que la globalisation a ramené un virus apparemment éclaté en Chine à rapidement se propager en Europe et ailleurs. La guerre en Ukraine, du fait que la Suisse, et pas seulement la Suisse, dépend des produits énergétiques que la Russie livre à travers l'Allemagne aussi à la Suisse, fait que s'il y a un problème qui se passe au-delà de la Suisse, on est dans les mains du reste du monde et cela nous affecte en termes négatifs souvent. On le voit sur le marché des biens qu'on exporte, mais aussi on le voit sur le marché domestique, on le voit sur le marché du travail, on le voit pour les finances publiques. Donc il faudrait quelque part repenser cette globalisation et repenser la financiarisation. Aujourd'hui, la finance de marché, la finance globalisée dicte les choix aux entreprises, notamment les PME, mais pas seulement, et les entreprises exploitent la main-d'œuvre comme si c'était une marchandise. Il faudrait renverser la vapeur et dire non, la finance doit être instrumentale aux activités économiques et celles-ci doivent aller dans le sens de l'intérêt général, doivent satisfaire les besoins de la population, y compris faire la transition écologique, parce que là, la surchauffe du climat pose un problème majeur. Alors, il faudrait vraiment changer de fusil d'épaule, changer de lunettes, changer de paradigme, changer d'idéologie dominante, mais la majorité politique et des acteurs économiques et financiers va dans le sens de cette pensée unique, et donc on continue, quitte à risquer de faire éclater des crises de plus en plus virulentes et dramatiques, on continue de vouloir maximiser les bénéfices en disant si chacun est égoïste et vise son propre intérêt, il contribue à l'intérêt général parce qu'il découvre de nouvelles méthodes, de nouveaux instruments, de nouveaux produits, et apparemment, ça fait l'intérêt général, le bien-être commun. C'est pas vrai. On a vu depuis 2008, mais déjà avant, des crises se succèdent et les dégâts sont de plus en plus évidents et ça affecte de plus en plus la classe moyenne ou la classe des plus démunis. Au lieu d'avoir la classe moyenne qui monte les échelons et peut arriver à un niveau de vie assez remarquable, c'est le contraire. La classe moyenne glisse toujours plus bas. Le nombre de personnes qui sont des working poor, donc qui travaillent mais qui n'arrivent pas à vivre avec leur salaire, a augmenté.
le nombre de cas de burn-out au travail a augmenté. Et ça implique aussi que les problèmes au niveau des familles, les divorces augmentent du fait que les gens, l'homme et la femme doivent travailler, sont énervés, fatigués le soir et aussi les enfants n'ont pas les parents à la maison, donc les enfants sont laissés pour compte. C'est une société qui est en train d'aller vraiment vers l'enfer. Du coup, selon vous, cette histoire, enfin, ce qui se passe actuellement avec Crédit Suisse ou plus globalement ce dont on a parlé au niveau de la sphère financière actuellement, pour vous, on tend vers des nouveaux, comment dire, vers une nouvelle précarisation aussi? Ou ça va toucher la production, ça va toucher nos revenus directement selon vous, ou c'est difficile à dire peut-être encore? C'est difficile à dire, mais la trajectoire, la tendance, à mon avis, est celle-là que vous avez très bien résumée. Maintenant, Crédit Suisse a disparu. Officiellement, il a été racheté par UBS. On verra quel sera le nom de cette nouvelle grande banque qui va être proposée. Mais il y a des doublons, il y a des travailleurs dans Crédit Suisse qui vont perdre leur place de travail, il y a des collaboratrices et collaborateurs chez UBS qui vont faire de même. Donc, sur la place financière suisse, il y aura des problèmes en termes de chômage. C'est des gens qui ont aussi leur propre dette hypothécaire à repayer. C'est peut-être des gens qui ont fait un divorce, qui doivent aussi verser des sommes assez élevées chaque mois à son propre conjoint, qui ont des enfants, peut-être qui font des études, qu'il faut payer cela. Donc, par effet de ricochet, les entreprises vont aussi en souffrir, notamment celles liées au commerce de détail, parce que si moi j'ai plus mon salaire, je dois quand même assurer ma vie et celle de ma femme, voire de mes enfants, ben, je vais tâcher de moins dépenser de manière inutile, je vais moins en vacances, je vais moins au restaurant, je vais moins au théâtre, etc. Mais les entreprises, par exemple dans le domaine de la construction, vont aussi en souffrir parce que il est clair que les banques, notamment du fait que la Banque nationale suisse continue d'augmenter ses taux d'intérêt, vont aussi augmenter les taux d'intérêt hypothécaires. Et UBS, qui est devenu désormais un géant monopolistique, pourra aussi augmenter les taux hypothécaires ou les taux sur les prêts qu'elles octroient encore plus fortement. Et donc les PME vont dire à ces taux d'intérêt, notre investissement n'est plus rentable, on ne va pas investir. On va même licencier une partie de la main-d'œuvre. On va exercer une pression à la baisse sur les salaires de ceux-ci. On va délocaliser dans des pays où le coût du travail est inférieur. Bref, les PME en Suisse vont baisser leur chiffre d'affaires, leur taux et niveau d'activité. La consommation va baisser par conséquent. Donc, les finances publiques vont en souffrir parce qu'elles vont récolter moins de recettes fiscales, moins d'impôts auprès des contribuables, notamment les personnes morales, les entreprises, vont devoir dépenser davantage pour aider les personnes qui n'arrivent pas à la fin du mois. Il y aura des conflits sociaux, la cohésion nationale sera encore ébranlée davantage, et tout ceci va vraiment nous tirer tous vers le bas. Bien sûr, les riches vont moins souffrir que les pauvres, mais à quelque part, la trajectoire est assez évidente. On va entrer dans des années très difficiles. Merci, c'est pas très réjouissant, mais au moins on est prévenu. Je voulais juste quand même revenir, vu qu'il nous reste un tout petit peu de temps, sur cette histoire de fusion justement qui a été un petit peu forcée par, enfin qui a été complètement forcée par le Conseil fédéral et la FINMA, c'est ça. Euh, c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu légalement, qui a été fait comme ça sur le coup par le Conseil fédéral. En principe, les deux assemblées des deux banques auraient dû se mettre d'accord et ça aurait été un processus très très long. Là, il y a eu un processus ultra rapide grâce à une loi du Conseil fédéral, sauf erreur, qui a permis ce processus-là. Vous voyez comment ce coup de force institutionnel, hein, en quelque sorte, c'était nécessaire, c'est ça, on pouvait pas faire autrement. Oui, ça c'est aussi une question de taille dont il faudrait apprendre des leçons. C'était une intervention à la dernière minute, donc on ne pouvait pas vraiment consulter les partis, laisser des semaines aux actionnaires pour faire une assemblée générale et décider oui ou non, est-ce qu'on fait un rachat, est-ce que UBS va racheter Crédit Suisse, est-ce que Crédit Suisse doit trouver quelqu'un des contreparties peut-être à l'étranger, est-ce qu'il faut démanteler Crédit Suisse. Il n'y avait pas le temps de le faire parce qu'on a trop attendu, les autorités fédérales ont trop laissé passer le temps et à quelque part, au niveau de la démocratie, c'est aussi problématique parce que, quelque part, c'est une imposition par le haut, qui d'ailleurs a été vendue comme une opération commerciale par les conseillers fédéraux qui ont fait l'annonce dimanche soir, mais c'est pas du tout une opération commerciale. UBS a été, à quelque part, contrainte
de racheter Crédit Suisse avec l'aide milliardaire extravagante de la BNS et de la Confédération suisse. Il n'y avait pas de choix. Ce n'était pas une opération de marché, une opération commerciale. C'est un sauvetage de la main publique avec une connotation de marché parce que, quelque part, UBS, c'est un acteur sur le marché, mais quelque part, on ne voulait pas que les activités de Crédit Suisse allaient être mises dans les mains d'une banque étrangère pour des questions d'image, de réputation, de crédibilité, de business surtout. On ne voulait pas que les activités rentables de Crédit Suisse allaient finir dans une banque saoudienne ou plutôt qu'américaine ou anglaise. Mais à mon sens, on a laissé passer trop de temps, on a mal communiqué. Et puis là aussi, il faut faire la remarque que, mis à part les actionnaires de Crédit Suisse et surtout d'UBS qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas été consultés, il faut aussi dire qu'il y a des acheteurs des obligations qu'on appelle les coco bonds, des obligations particulières qui avaient été émises après 2008 pour respecter les nouvelles règles au niveau national des banques dont l'importance est systémique. C'est des obligations qui, en cas de problème de liquidité, sont utilisées pour rembourser les déposants. Comme ça, les acheteurs de ces obligations savent que si la banque a un problème de liquidité, on va utiliser leur argent et ils vont tout perdre. Alors là, on a préféré protéger les actionnaires et prélever tout de suite le capital de ces obligations à quelques 16 milliards de francs suisses. Alors là, c'est aussi un peu une image de manque de respect des lois, des règles qu'on avait énoncées en 2008 en disant en cas de problème de liquidité, on fait appel à ces obligations, mais sinon on ne les touche pas. Là, il n'y avait pas de problème de liquidité. Crédit Suisse avait suffisamment de liquidité, simplement la confiance vers Crédit Suisse s'est écroulée. Mais on a voulu quand même faire appel à ces obligations, ces quelques 16 milliards de francs, pour protéger les actionnaires, dont les caisses de pension, ou dont, par exemple, la Saudi National Bank, cette banque privée en Arabie Saoudite, qui est l'actionnaire principal, qui possède presque 10% du capital action de Crédit Suisse et qui n'a pas voulu augmenter d'1 dollar son investissement dans Crédit Suisse. Merci beaucoup, Sergio Rossi. Merci. J'espère que selon vous, on a abordé tous les sujets qu'il fallait aborder. Oui, Plutôt. c'est très stimulant et vous êtes brillant. Ah non, non, c'est moi je pose les questions, c'est vous qui êtes brillant. Merci beaucoup hein, pour vos réponses, c'était passionnant. Je vais j'espère que les gens pourront tout comprendre parce que c'est assez technique, mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses très très claires dans ce que vous avez dit. Donc voilà, merci infiniment. Et merci à vous. Et puis cet article, il sera également enfin cette interview sera également disponible sur papier dans notre numéro d'avril qui arrive tout bientôt. Merci beaucoup. Mais merci à vous pour le travail, pour l'engagement et ne lâchez pas prise. Merci.